Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loez au micro pour un épisode consacré aujourd'hui à un livre écrit par des politistes qui fait beaucoup réfléchir à l'histoire et au présent. Vous retrouverez comme toujours les références citées dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr. Rendez-vous un petit peu plus tard cette semaine pour un nouvel épisode, le 4e de la série sur Faire de l'histoire autrement, où il sera question de boxe et d'escrime historiques entre guillemets. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter @parolediste, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Laurent Gaillet et Gilles Favarel-Garrigue. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs de recherche au CNRS, vous travaillez au CERI, Centre de recherche international de Sciences Po, le CERI qui nous reçoit aujourd'hui pour enregistrer cette émission, j'en suis très content, autour d'un livre qui n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de sciences sociales, mais on est ravis d'en parler parce que ça me paraît un livre à la fois passionnant, dérangeant parfois parce qu'il raconte, on plonge dans un univers assez inquiétant, et à ce titre aussi un livre qui me paraît important parce qu'il pose des enjeux très actuels sur le rapport à la violence, tout simplement, dans le monde, à la violence et à la justice. Le livre, c'est Fier de punir, le monde des justiciers hors la loi, donc publié au Seuil en ce printemps 2021. Et on va ensemble présenter un petit peu ces enjeux. Peut-être que l'un de vous voudrait nous dire, pour commencer, quel est ce projet, de quoi vous avez voulu parler dans ce livre. On le devine un petit peu, les justiciers hors la loi. Mais Laurent Gaillet, quels seraient les contours du livre, avant de rentrer un peu dans la manière dont vous avez travaillé ? Alors, ce livre traite effectivement d'un certain nombre de groupes plus ou moins organisés qui, selon l'expression consacrée, se font justice eux-mêmes. Donc on traite de formes classiques auxquelles on pense naturellement lorsqu'on imagine l'auto-justice, la figure du justicier. Donc des figures imposées, celle du justicier hors la loi, du vigilante, qu'on associe au groupe d'autodéfense du Far West par exemple. Également le lynch mob, donc c'est cette foule vindicative, déterminée à lyncher. Mais on essaye d'étendre ce qu'on qualifie de continuum justicier au-delà de ces figures classiques, archétypales de l'autojustice, vers des formes de justice révolutionnaire, vers des formes contestataires d'assassins de la police, et enfin vers des formes étatiques, et on examine à la fin la possibilité donc d'acteurs étatiques qui eux-mêmes se font justice à travers la violence extrajudiciaire. Alors ça me paraît un point important et moi je suis très partisan de l'unité des sciences sociales et du fait que ça donne matière à penser, y compris à ceux et celles qui nous écoutent, qui font de l'histoire de façon plus stricte, parce que je trouve ça très intéressant de penser ce continuum et de dire, voilà, on prend un objet mais on ne réifie pas notre objet, on essaie de le comprendre de manière relationnelle et de montrer qu'il n'y a pas un seul idéal type, même si c'est une expression familière aux sociologues, mais en fait que ça peut se décliner en différentes formes et notamment que les forces de l'ordre officielles, les policiers ou les militaires, peuvent aussi être dans ce registre de l'autojustice ou de la justice extra-légale, Gilles Favarel-Garrigue. Oui, c'est-à-dire qu'on avait essayé d'isoler un objet qui serait l'autojustice, dont on étudie un petit peu les déclinaisons contemporaines. Ces déclinaisons contemporaines, elles portent, elles ont en commun le fait qu'il y a un rapport très ambivalent à la loi de la part de ces groupes, c'est-à-dire que le respect, la volonté de faire respecter des normes légales ou morales passe par la transgression d'autres normes. Et finalement, cette autojustice, on la voit un petit peu comme un moyen d'action, comme une boîte à outils qui est ouverte à un ensemble d'acteurs extrêmement hétérogènes, extrêmement divers. Et donc on est parti des citoyens exaspérés par les questions d'insécurité qui décident de prendre la loi entre leurs mains, comme le disait Laurent, pour aller jusqu'à la figure du punisseur en uniforme, c'est-à-dire de la violence extrajudiciaire exercée par des acteurs institutionnels qui, sous couvert de leur uniforme, bien justement, vont décider de régler à leur manière le problème de la délinquance, non pas en traduisant les criminels devant la justice, mais en les liquidant par eux-mêmes immédiatement. On va revenir sur l'historicité de cette figure, sur ses déclinaisons multiples à travers l'histoire, mais peut-être que pour illustrer de façon nette pour ceux et celles qui nous écoutent, on pourrait prendre un exemple d'un de ces personnages, notamment à la fin du livre. Laurent, vous évoquez Rao Anwar, qui est un personnage haut en couleur et très très meurtrier, semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est et finalement, à travers lui, un petit peu quelle est cette figure du justicier hors la loi ? Alors Rao Anwar, donc c'est un officier de police qui a fait sa carrière à Karachi, la grande métropole turbulente du sud du Pakistan, fameuse pour ses désordres en tout genre, mais aussi pour ses violences policières massives.
notamment lors de phases de répression policière et militaire, qui font parfois des centaines de victimes annuellement. Donc on a là affaire à des spécialistes de la violence extrajudiciaire, des punisseurs en uniforme, comme le disait Gilles. Et ils sont d'ailleurs désignés par cette expression idiomatique de encounter specialist, donc de spécialistes des accrochages ou des fusillades. Une expression empruntée au jargon policier indien, en particulier des policiers de Bombay, qui se sont fait une spécialité de ces exécutions sommaires dans la lutte contre le crime à partir de la fin des années 80. Et cette figure a vraiment été coproduite à l'intersection de la répression policière, mais aussi de l'imaginaire cinématographique, puisque ces personnalités policières, hautes en couleur, comme vous le disiez, mais aussi très controversées, ont été encensées, imaginées, quasiment sacralisées aussi par le cinéma de Bollywood. Et Rao Anwar, c'est la version pakistanaise, paroxystique de cette figure de l'encounter specialist, du spécialiste des exécutions sommaires. Une figure controversée, non seulement du fait de ces exécutions sommaires, des centaines de cas dans lesquels il serait impliqué, mais aussi du fait des différents trafics dans lequel il se trouve mêlé. Et là, on est au cœur d'une des tensions qui parcourt l'ensemble de l'ouvrage, qu'on retrouve dans l'ensemble des figures de justiciers hors la loi, qu'on examine, qui est justement leur ambivalence, à la fois le fait qu'ils violent la loi pour maintenir l'ordre, mais aussi le fait qu'ils prétendent incarner, être des parangons de vertu publique, tout en se trouvant accusés de diverses malversations, rackets et autres entreprises criminelles. Rao Anwar, c'est presque jusqu'à la caricature l'incarnation de cette tension. Une tension qui est aussi celle, vous l'avez dit, entre quelqu'un qui est encensé et qui est critiqué, mais aussi une tension entre la nature un peu clandestine de ces actes qui ne sont pas légaux, mais aussi la visibilité extraordinaire qui leur est donnée par des formes de médiatisation. On a parlé de Bollywood, on pourrait aussi parler des réseaux sociaux et du fait que c'est devenu une mode de diffuser un certain nombre de vidéos, d'actes violents, d'actes justiciers. Cette justice punitive, expéditive, au nom de valeurs supérieures pour la défense d'une communauté, etc., Gilles Favary-Garrigues, c'est pas quelque chose qu'on fait complètement caché ou discret. C'est quelque chose qui se veut très souvent visible. C'est très paradoxal, c'est-à-dire que là aussi, on est face à un oxymore permanent. On essaie on fait des transgressions, mais on les montre. C'est-à-dire qu'il y a une manière de mettre en scène finalement le spectacle de l'auto-justice qui fait écho à des formes qu'on a déjà vues dans le passé, mais qui se renouvellent avec le développement des réseaux sociaux. Concrètement, en Russie, par exemple, dans les années 2010, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir des vigilantes russes se mobiliser contre diverses formes de délinquance, choisir chacun un type de criminel à punir et le faire en se filmant. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent quelque part pour régler leur compte, ils sont armés, ils ont leurs poings, ils savent se battre, mais en plus, ils ont toujours une caméra qui va leur servir à produire des films qu'ils montent le lendemain et qu'ils placent sur leur chaîne YouTube. Donc on a une manière très décomplexée en Russie dans les années 2010 d'assumer ce spectacle de l'autojustice au nom de la défense de lois ou de valeurs qui semblent consensuelles. Par exemple, on va dire, parce que la drogue est un problème et menace la santé des enfants russes, on a le droit d'aller casser la gueule à un dealer, on a le droit d'aller détruire sa voiture, d'aller détruire ses biens, etc. Et là, on voit bien cette tension justement sur violer la loi pour maintenir l'ordre. C'est au nom de l'ordre qui consiste à protéger les enfants de la drogue, on va se sentir habilité à commettre des infractions, notamment des infractions matérielles contre les biens et des infractions contre les personnes. On va retrouver aussi certaines manières de punir qui sont tout à fait troublantes, c'est-à-dire que dans le domaine de la lutte anti-drogue, les justiciers ne vont pas se contenter de neutraliser le criminel, mais des fois ils vont le ligoter, des fois ils vont lui renverser de la peinture dessus, ils vont filmer tout ça et cela va faire des spectacles punitifs qui seront le lendemain regardés sur les réseaux sociaux. Alors j'ai cherché sur la jaquette du livre, j'ai pas vu le logo de l'Office du tourisme de Russie, ni du Pakistan, ni de Colombie, bizarrement. C'est vrai que ça donne pas une image extraordinairement séduisante d'un certain nombre de ces univers. Et votre livre, il est aussi intéressant que dérangeant par certains côtés, parce que ça donne une image du monde actuel extrêmement violente, et une violence aussi qui est mondialisée, qui est en résonance. Un des protagonistes que vous étudiez parle à un moment de djihad arien, et on voit comment les gens se construisent en lien avec un imaginaire transnational ou global de la violence mise en scène.
où il faut finalement faire assaut de virilité guerrière pour répondre aussi aux menaces perçues de l'extérieur et puis aux choses comparables qui existeraient dans d'autres sociétés. C'est devenu un peu un trend global, ce phénomène. Alors oui, c'est ça justement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne donne pas forcément envie d'aller dans les pays sur lesquels on travaille. Donc l'Inde et le Pakistan en ce qui concerne Laurent et la Russie pour moi. C'est un livre sur l'autojustice. Donc on met en scène des figures dérangeantes, des personnages assez troublants qui jouent justement de leur charisme pour imposer des spectacles punitifs. Mais il est très important pour nous, bien qu'on ait chacun des terrains spécifiques, de ne pas exoticiser ce phénomène. Et c'est pour nous quelque chose de fondamental dans cet ouvrage, c'est de ne pas réserver les aspects les plus dérangeants de l'autojustice contemporaine à des contextes justement qui seraient exotiques et perçus comme justement pas étonnant parce que c'est la Russie, le Pakistan, l'Inde, la Colombie ou tout ce que vous voulez. D'où l'épilogue du livre. D'où l'épilogue du livre qui est sur la France et la volonté d'essayer à chaque fois que c'était possible de trouver des exemples proches de nous. D'où le fait aussi que par exemple le chapitre lynchage qui parle beaucoup des États-Unis commence avec une scène d'ouverture sur des tentatives de lynchage de Roms en Île-de-France en 2019. Donc pour nous, c'est très important. Alors le livre est un livre de sciences politiques, on peut dire, mais je me suis amusé comme historien à le réordonner en partie sous forme chronologique en disant finalement voilà qu'est-ce que ça donne un parcours chronologique dans le livre. Donc je vais vous le proposer, vous allez commenter, on va voir ensemble si on peut comme ça trouver un peu des trames chronologiques. Il me semble qu'un des points de départ du livre qui n'est pas travaillé en tant que tel, mais qui revient souvent, y compris dans les justifications que donnent les acteurs à leurs actes, à leurs gestes, à leur mise en scène, c'est l'univers du monde de l'Ancien Régime, l'univers du charivari, l'univers de la transgression bruyante, de la mise en scène finalement de la faute de quelqu'un, qui va pas forcément jusqu'à une violence extrême, mais qui est un registre dans lequel, il me semble, un certain nombre de gens puisent encore aujourd'hui. Laurent ? Oui, absolument. On a été très inspiré par un certain nombre de travaux, alors historiens de manière générale, et en particulier par toute une floraison de travaux sur le charivari tout au long des années 70, par un certain nombre de très grands historiens, à commencer par E.P. Thompson, qui, notamment, à travers une série d'articles publiés dans les Annales, puis dans un ouvrage collectif co-dirigé par Jean-Claude Schmitt et Jacques Le Goff sur le charivari. En anglais, ça donne parfois rough justice. Alors, rough music. Rough music. Voilà, c'est ça. C'est cet article donc, de 1972 des Annales où E.P. Thompson pose vraiment les bases d'une réflexion comparative sur le charivari, où au-delà de la réflexion sur le charivari, qui intrinsèquement est passionnante, et sur les spécificités notamment de sa variante anglaise, la rough music, il s'interroge sur la possibilité d'un schéma comparatif, et surtout il fait le constat d'une convergence de formes à travers l'Europe, de ces pratiques de justice coutumière, pas uniquement villageoise d'ailleurs, puisqu'on les retrouve dans un certain nombre d'environnements urbains, dans l'Ancien Régime, comme vous l'évoquiez. Et il s'interroge sur justement ensuite que faire de cette convergence de formes. Et je crois que l'apport vraiment de cet article, et c'est quelque chose qui nous a inspiré pour notre propre démarche comparative, c'est justement de ne pas s'arrêter à ce constat d'une convergence formelle, parfois troublante, dans des contextes sans connexion directe, dans ces pratiques justement de justice coutumière. Et finalement, ce que dit Thompson, et cet argument me semble toujours valide, c'est finalement au-delà de la convergence de forme, on a une divergence de signification politique. Et donc, il faut aller au-delà de ce constat pour réinscrire ces pratiques dans leur contexte historique, dans les configurations politiques et économiques dans lesquelles elles se déploient. Et ce qui montre finalement, c'est que, en dépit de cette convergence formelle, cette pratique de la justice coutumière, mais ce constat pourrait être étendu à d'autres formes d'autojustice, c'est ce qu'on fait dans le livre, ne sont pas cantonnés à un registre politique. C'est ce qui fait que l'autojustice, telle qu'on la voit à travers le vigilantisme aux États-Unis, les lynchages bien sûr, y compris dans leur déclinaison contemporaine, sont plutôt associés à des formes réactionnaires, mais ne sont pas prisonnières de causes ou de groupes sociaux réactionnaires. Et c'est ce qu'on cherche à faire dans le livre, en ouvrant la réflexion, pour montrer qu'il s'agit plutôt d'un langage symbolique, dirait Thompson, mais aussi d'une boîte à outils qui peut être appropriée et déployée pour des causes extrêmement diverses, y compris progressistes.
Toujours chez Impey Thompson, il me semble qu'il y a un autre concept qui permettrait finalement de faire un lien avec beaucoup de contextes que vous évoquez, c'est celui d'économie morale. Finalement, lorsque des foules se mobilisent dans des révoltes d'Ancien Régime, c'est souvent non pas parce que le droit positif a été transgressé, mais c'est parce que les normes implicites d'une communauté ont fait l'objet d'une atteinte perçue en tout cas, et donc parfois la violence peut être légitimée au nom d'une économie morale qui ne reflète pas nécessairement un droit positif. Et là aussi, il y a quelque chose qui ressemble à certaines situations que vous analysez. Oui, absolument. C'est particulièrement le cas dans les pratiques de lynchage, qui, d'une certaine manière, s'inscrivent justement dans la continuité de cette matrice charivarique, puisqu'on y retrouve un certain nombre de traits communs, une justice communautaire qui vient justement manifester publiquement, violemment, un certain consensus moral à l'échelle de la communauté villageoise ou de celle du quartier, à travers une mobilisation ponctuelle, spectaculaire, ritualisée, qui répond aussi à un script préétabli et qui, au-delà de son caractère éruptif, reprend justement un script stéréotypé. Et ce qu'on retrouve de manière très claire dans des extensions contemporaines, un certain nombre de cas qu'on évoque, notamment en Afrique, en Amérique latine, en réponse aussi à la mondialisation néolibérale, on voit bien s'exprimer justement des formes, de nouvelles formes d'économie morale, sur la question du juste prix, sur des demandes de sécurité aussi. Alors là, il peut y avoir aussi une forme d'adresse au pouvoir public à travers ces formes de violence, où on tente aussi de renégocier un contrat social, un contrat moral avec les autorités publiques, non seulement à l'échelle du quartier, mais au-delà. On est parti du charivari d'Ancien Régime et on a enjambé finalement pour arriver jusqu'à des formes contemporaines dans les barrios latino-américains d'aujourd'hui. Entre les deux, il y a toute une séquence importante qui ouvre d'ailleurs le livre en grande partie, c'est celle qui se situe aux États-Unis avec le double phénomène à la fois distinct et par certains côtés liés, du vigilantisme et du lynchage, dans un contexte particulier qui est celui d'un jeune État en formation en situation coloniale, puis de zones frontières pionnières de l'Ouest américain qui finalement contribuent à donner des formes extrêmement visibles de cette auto-justice, Gilles Favarel-Garrigues. Peut-être, oui, en commençant sur le lynchage. Alors, le lynchage, c'est une historiographie extrêmement foisonnante aux États-Unis. C'est une histoire finalement dont les premiers échos remontent à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les premiers témoignages des muckrakers, des activistes pour les droits, etc., sont fin 19e. Et tout au long du 20e siècle, il y a quand même une production extrêmement foisonnante de travaux sur ce sujet. Alors on n'a pas voulu dans notre livre en faire le tour, mais il est clair qu'on a essayé dans le chapitre sur le lynchage, qui est le chapitre 2, de montrer en quoi la matrice américaine peut aider à poser des questions sur des contextes actuels. Et à ce titre-là, il y a deux éléments récents de l'historiographie du lynchage aux États-Unis qui nous ont particulièrement intéressés. Le premier, c'est l'idée de la mise en scène du spectacle punitif dans le lynchage, et le second, c'est l'idée de sa globalisation. Alors, en ce qui concerne la mise en scène, il y a un événement qui est tout à fait important aux États-Unis en l'an 2000, c'est l'exposition Without Sanctuary, où tout à coup on découvre l'existence de photographies, de cartes postales de lynchage qui étaient parfois diffusées dans la première décennie du XXe siècle par la poste, envoyées à des amis, envoyées à des parents. C'est-à-dire que les lynchages étaient des événements publics, parfois annoncés dans la presse, dans lesquels la police faisait la circulation, etc. Il y avait parfois des milliers de personnes qui y assistaient. Et avec les progrès de la photographie à ce moment-là, il y a la vente à la fin de la cérémonie punitive, qui étaient des cérémonies de torture assez longues, celles dont parle David Garland, de la vente donc de photographies, de cartes postales sur lesquelles était représenté le lynchage. Ce marché, en quelque sorte, de la carte postale de lynchage a été redécouvert en 2000 à l'occasion de l'exposition Without Sanctuary, qui a été un choc aux États-Unis. Un choc qui a été aussi un objet de controverse, avec notamment beaucoup de controverses sur le fait que si l'on connaît pour chaque lynchage du XXe siècle le nom de la victime, on ne connaît pas forcément le nom des agresseurs, qu'il y a donc toujours une sorte d'asymétrie entre le statut de la victime et le statut des agresseurs, et des controverses également liées au fait que c'était une exposition itinérante, qu'il fallait trouver des endroits pour les montrer, que ce sont des petits objets et que donc il y avait des images très gênantes de gens qui s'agglutinaient
illuminés autour des cartes postales, reproduisant ainsi l'espace d'attention du lynchage qui a été montré dans la photographie elle-même. Aujourd'hui, en tout cas, ça attire l'attention, cet aspect-là, sur le fait qu'il y a des ouvrages récents, depuis 2000 justement, qui portent sur le spectacle du lynchage, qui portent sur la manière dont il a été mis en scène par des photographies, mais également par ce qu'on appelait le cinéma d'attraction au tout début du XXe siècle, puis par le cinéma muet, et puis là on pense évidemment au film de Griffith de 1915, Naissance d'une nation. Ce qui est important dans ces ouvrages, c'est qu'ils montrent très bien comment ces images permettent à la fois la réaffirmation de l'ordre racial, sont par exemple publiés dans des journaux qui vont essayer d'intimider les potentiels infracteurs noirs ou délinquants, etc., mais qui sont également immédiatement repris par les médias afro-américains afin de mobiliser l'opinion contre le lynchage. Donc les mêmes images sont utilisées à la fois par les dominants en quelque sorte et les dominés, et on peut voir ainsi la même image par exemple du lynchage de Marion en 1930, un lynchage où c'est une image très connue où il y a une foule autour de deux noirs qui sont pendus, qui ont été abominablement torturés, et cette image on va la retrouver dans des journaux blancs, dans des journaux noirs, et même sur la pochette d'un disque de Public Enemy au début des années 90, Easy Shade of Criminal, qui interroge qu'est-ce qu'un criminel, qui est le criminel dans cette image. Alors c'est intéressant parce que ça montre aussi la plasticité finalement du lynchage qui là aussi se laisse pas résumer à une seule forme ni à un seul usage. On rappelle qu'il y a bien eu quelqu'un qui s'appelait Lynch, le colonel Lynch en Virginie à la fin du XVIIIe siècle, et puis le mot lui-même a pris son essor au milieu du XIXe pour atteindre ensuite toutes ces formes, en sachant aussi que j'ai bien aimé ce passage du livre où vous montrez qu'il y a finalement une limite floue entre le lynchage et le pogrom. Il y a des lynchages qui deviennent des pogroms ou qui s'étendent à toute une communauté comme à Tulsa il y a un siècle, où finalement la limite n'est pas absolue entre les deux. Du lynchage, j'aimerais passer au vigilantisme en soulignant au passage que le lynchage souvent est opéré en réponse à des transgressions perçues comme absolues, en l'occurrence de la barrière sexuelle et raciale, parce que très souvent les gens qui ont été lynchés sont accusés d'avoir commis des viols sur des femmes blanches, et du coup ça fait penser aussi évidemment à ce qui aujourd'hui mobilise beaucoup certains de ces justiciers, c'est notamment tout ce qui tourne autour de la pédophilie, des atteintes aux enfants. On est un petit peu dans le même registre. Du côté du vigilantisme, on est beaucoup plus sur la défense de la propriété, Laurent Gaillet, lorsque des milices s'institutionnalisent, se développent dans l'Amérique d'abord coloniale, puis dans celle de la frontière. C'est pas exactement les mêmes cibles, les mêmes enjeux, même s'il peut y avoir des zones de recouvrement comme on l'a dit, mais c'est aussi un phénomène qui va marquer fortement les États-Unis et au-delà des sociétés qui vont reprendre ce type de forme. Oui, absolument. Alors il y a effectivement des croisements avec le lynchage, ce qui est parfois source de confusion. C'est-à-dire que donc d'abord le vigilantisme, il faut peut-être rappeler un petit peu l'origine aussi du terme, c'est-à-dire en français, donc c'est bien un anglicisme. On n'est pas les premiers à l'utiliser en français. Notre collègue historien ici au CERI, Laurent Fourchard, l'avait notamment popularisé dans les travaux de sciences sociales consacrés à l'Afrique du Sud et au Nigeria. Ce terme en fait est apparu aux États-Unis, il s'inscrit dans une longue histoire. Au début, en fait, la matrice historique de ces mobilisations justicières, c'est d'abord la lutte pour l'indépendance au XVIIIe siècle. C'est là qu'apparaît d'abord un premier vocabulaire autour de la notion de régulation, puisque les premiers groupes justiciers apparaissant autour à la fin des années 1760 se désignent comme regulators et se donnent pour mission à la fois de lutter contre les loyalistes à la couronne et de contenir la menace des gangs de hors-la-loi. Puis on va avoir un vocabulaire de la vigilance citoyenne qui va se développer aux États-Unis, d'abord dans le sud des États-Unis, en se positionnant contre les abolitionnistes notamment, au début du 19e siècle. Puis le vocabulaire, à travers la notion de vigilance committees, va circuler, dans l'Ouest, bien sûr, mais aussi dans les villes de Californie, notamment à San Francisco, où les grands comités de vigilance de San Francisco vont marquer cet imaginaire américain du vigilantisme. Donc, ce n'est pas uniquement un phénomène de la frontier sauvage, et c'est vraiment après la guerre de sécession, donc que le terme vigilante, pour désigner ces justiciers hors la loi, ceux qui vont vraiment marquer cet imaginaire du vigilantisme aux États-Unis et au-delà. Le terme va vraiment se répandre en étant un emprunt à l'espagnol, vigilante, désignant donc un watchman, un gardien,
Et ce terme se répand après la guerre de sécession, notamment dans l'Ouest, cette fois pour désigner donc d'honnêtes citoyens, en tout cas tels qu'ils se définissent, luttant contre le crime face à des services répressifs perçus comme présumés défaillants. Et donc là, la différence avec le lynchage, c'est qu'on a en fait des formes donc d'auto-justice plus organisées, pas autant que les milices. C'est pour ça qu'on essaye de distinguer l'usage. On préfère parler de groupes justiciers que de milices, dans la mesure où ces groupes, certes, ils ont une forme plus pérenne que les foules vindicatives du lynchage, ne sont pas aussi institutionnalisées, militarisées, permanentes que les milices, et surtout ils ne détiennent pas de contrôle territorial. Ce qui caractérise, alors certes ils ont une forme plus pérenne, ce qui caractérise le vigilantisme, la forme archétypale du vigilantisme, c'est la patrouille le long des frontières ou le long d'un territoire qu'on cherche à défendre contre les incursions extérieures, mais souvent ces groupes ont quand même une durée de vie réduite et ils n'ont pas l'ancrage territorial et surtout les capacités militaires qu'ont des milices. Gilles Favarel-Garrigue. Oui, je voulais ajouter un terme parce que c'est vrai que ces deux, la matrice américaine, elle concerne à la fois le vigilantisme et le lynchage. Et en écoutant Laurent, c'est vrai que ça me rappelle le fait qu'un terme a énormément circulé, celui de lynchage, alors que l'autre n'a quasiment pas circulé. Vigilantisme, c'est très difficile à comprendre dans le contexte français. On confond avec vigilance, etc. Les vigilantes sont bien connus des amateurs de films de genre, mais pas connus forcément au-delà. Alors que le terme lynchage, lui, s'est beaucoup développé. Il y a toute une histoire de ce terme qui est intéressante parce que en réalité, il est par exemple entré dans le vocabulaire français sous le nom de loi de Lynch à partir de 1837, et dans la seconde moitié du 19e siècle, on le retrouve en espagnol, en russe, en français, en italien, en portugais, en japonais, etc. Toujours pour désigner une forme de contre-justice abominable, détestable et associée intrinsèquement au contexte des États-Unis. D'où le fait que justement, et c'était une chose qu'on voulait dire tout à l'heure, c'est-à-dire que actuellement dans l'historiographie du lynchage, il y a beaucoup d'attention accordée à la globalisation du terme et notamment à la globalisation des controverses sur le lynchage comme pratique justicière intrinsèquement américaine dans le monde dès la fin du 19e et au début du 20e siècle, par exemple au Japon ou en Union soviétique. Un point qui m'a intéressé, c'est que les tours d'horizon que vous faites, géographiques et chronologiques, eh bien, ils enjambent par la force des choses un certain nombre de lieux et de contextes où il semble que ces phénomènes soient peu présents, soient pas massifs. Vous citez à un moment Alain Corbin qui a étudié 1870 le massacre de Haute-Faille dans le livre célèbre Le village des cannibales, qui est un livre très très intéressant et qui montre comment un noble accusé d'être prussien a été dépecé et mis à mort de manière atroce dans un village dans un contexte de guerre. Mais finalement, la Troisième République qui s'installe après, ou l'Angleterre victorienne qui est contemporaine, on a l'impression que c'est des lieux où ce type de situation peut difficilement se produire. Du coup, est-ce que votre livre, il ne souligne pas finalement une forme d'efficacité de la formule weberienne ultra classique, selon laquelle, dans un contexte où l'État a réussi à revendiquer avec succès le monopole de la violence physique légitime, eh bien, ces justiciers, donc mettons l'Angleterre victorienne ou la France de la Troisième République, État relativement stable, avec une administration efficace, etc. Est-ce que ces justiciers ont encore une raison d'être ? Est-ce qu'il ne faut pas aller dans des contextes finalement d'états plus fragiles, d'états imparfaits, de situations de délitement social pour que ce type de phénomène apparaisse? Laurent? Oui, c'est difficile de répondre de manière catégorique, c'est-à-dire qu'on a effectivement des États qui s'attachent, disons dont les acteurs, dont les agents s'attachent plus à se mettre en conformité avec l'idéal weberien. En même temps, je crois que ce qu'on cherche à souligner, c'est un peu le sens aussi de cet épilogue français, c'est que rien n'est jamais complètement acquis. Il y a des phases d'emballement, il y a des phases de délégation de la violence. D'autant que l'idéal weberien, on peut évidemment lui-même le resituer dans un contexte où on pensait l'État de cette sorte, parce que c'est la représentation qu'on se faisait à la fin du 19e siècle de ce que devait être un État, et ce qui n'est plus forcément celle des acteurs politiques d'aujourd'hui. Oui, alors en même temps, ce monopole weberien, je pense qu'il faut rappeler aussi la force de la synthèse weberienne, c'est finalement d'additionner deux monopoles distincts et finalement de confondre
deux débats sensiblement différents en Allemagne au début du XXe siècle. Dominique Linhart le rappelle très bien dans cette généalogie du concept de monopole de la violence physique légitime. C'est que, en fait, l'opération weberienne vient synthétiser un débat autour du monopole de la punition, donc d'un monopole pénal, et d'un monopole de la conduite de la guerre, donc d'un monopole militaire. Le monopole de la violence physique légitime fait finalement oublier la force des débats et des conflits sociaux et politiques qui se sont joués autour de la monopolisation, en tout cas la prétention à monopoliser l'exercice de la punition en le réservant à des institutions pénales. Ce qu'on cherche à montrer précisément dans ce livre, c'est à compliquer, à renouveler aussi ces débats très actuels sur le monopole et sur les brèches s'ouvrant dans la période contemporaine ou semblant s'ouvrir dans ce monopole du côté justement de l'administration de la punition et pas seulement de l'exercice de la violence physique légitime. Et précisément autour de cette notion de pluralisme punitif qu'on essaye de développer, on cherche à montrer justement que cette monopolisation dans l'institution pénale n'est jamais totalement acquise, y compris dans un contexte français. C'est en ça que le contexte français est si intéressant, c'est qu'il paraît paradigmatique, a priori parfaitement rétif justement à cette idée d'un partage, d'un pluralisme punitif, d'un partage de l'exercice de l'administration de la punition avec les citoyens ou de l'exercice du travail policier. On trouve quand même un certain nombre d'exceptions, on trouve des indices, certes pour l'instant épars, en tout cas dans la période contemporaine, des indices épars quand même d'une entorse à ce monopole de l'administration de la punition ou de l'exercice de la fonction policière. Il n'y a pas pour nous d'immunité finalement française, c'est le sens de notre épilogue. Et souvent, c'est vrai qu'il y a deux arguments d'autorité qui sont donnés pour essayer de justifier une exception française dans ce domaine-là. Ça serait une tradition régalienne particulière, en lien avec le monopole dont vous parlez, et l'aversion qu'il y aurait en France pour les phénomènes de milice, en lien avec l'imaginaire que véhicule ce mot dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Et nous, on a voulu essayer de battre en brèche un petit peu ces interprétations-là, pour essayer justement de faire sens de quelques indices épars qui montrent comment le recours à l'autojustice peut s'affirmer en France dans différents contextes, que ce soit dans le domaine de la répression des migrants illégaux, par exemple, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, de la pédophilie, puisque là, on assiste quand même à un phénomène assez global aujourd'hui, qu'on retrouve dans beaucoup de pays et auquel la France, par exemple, n'échappe pas du tout. Oui, alors si je peux rajouter une chose, on peut voir aussi, tout dépend à quel niveau d'analyse, au sein de chaque cas considéré, on se situe. C'est le cas philippin, des Philippines de Rodrigo Duterte, ces dernières années, ont bien montré. Là, on voit émerger ce qu'on qualifie, nous, d'État justicier, finalement, d'un État qui non seulement s'accommode de la violence justicière, mais organise finalement le désordre justicier en partageant sciemment justement ses prérogatives régaliennes, l'exercice de la punition dans la répression du trafic de drogue. Et ce qu'on peut observer, c'est que la configuration justicière qui se met en place dans les Philippines de Duterte varie sensiblement d'une région à l'autre en fonction aussi de configurations locales du pouvoir, des élites locales qui peuvent résister plus ou moins aux injonctions du pouvoir central et de l'enrôlement justement dans cette guerre à la drogue. Donc on invite aussi à réfléchir, à nuancer le propos en observant les configurations locales de l'exercice justement de ces violences justicières. Oui, c'est l'exercice d'équilibrisme auquel on se livre en essayant justement de faire la part belle au contexte tout en essayant de voir aussi des dynamiques un peu globales. Et c'est vrai que quelque chose qui nous est apparu, c'est quand même qu'on est dans un moment particulier, un moment contemporain qui est, pour l'autojustice en tout cas, qui est la crise du correctionnalisme. C'est-à-dire le fait que dans beaucoup de contextes et pour beaucoup de représentants des élites, un criminel ne peut pas s'amender et que désormais il faut trouver des solutions expéditives pour punir. Ça avait été mis en avant par David Garland, par exemple, dans son ouvrage célèbre de Culture of Control, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est ce qui donne libre cours à une forme de populisme pénal, à un tournant punitif en quelque sorte, qui permet justement de justifier des formes de justice expéditive, sommaires, en lieu et place de la procédure, du due process comme c'était le cas avant. Alors ce qui permet
permet peut-être de dialoguer avec une autre référence, à mon avis, incontournable sur ces questions, c'est Michel Foucault, puisque Surveiller et punir était paru, si je ne me trompe pas, en 1975, au moment peut-être de l'apogée justement de la pensée correctionnelle et des débuts de sa remise en question. Et ce qu'on lit dans votre livre et les formes de justice expéditive administrée, finalement, elles sont souvent, vous le dites à un moment, volontairement anachroniques, cherchent à renouer avec le spectaculaire par lequel Foucault ouvrait son livre, le supplice de Damien des années 1750, c'est-à-dire le supplice d'Ancien Régime, la visibilité de la peine, pour rompre justement avec la peine routinière jugée inefficace qui serait devenue celle de régimes bureaucratiques, incapables de faire face aux formes nouvelles de désordres sociaux. Donc là, on a aussi quelque chose qui peut-être referme un cycle qui a existé, ce cycle issu des Lumières, d'une pensée de la peine proportionnée et équilibrée et qui a donné naissance à ces analyses ensuite. Là, on est peut-être dans un autre cycle qui, ici et là, commence à s'ouvrir. Laurent Gaillet. Oui, absolument. Alors, en même temps, Foucault appelle à être prudent, c'est-à-dire qu'il montre bien que les progrès de la sobriété punitive, pour reprendre ces termes, n'efface pas entièrement cette dimension spectaculaire de la justice criminelle contemporaine. Mais effectivement, son argument globalement est absolument central pour nous. Et d'ailleurs, le titre de l'ouvrage, Fier de punir, est une référence explicite, un clin d'œil à Michel Foucault, et en particulier à cette idée très forte d'en surveiller et punir, qu'il y aurait une honte à punir des institutions pénales contemporaines, qui tendrait précisément justement à soustraire l'exercice du châtiment à la vue du public, à l'enfermer derrière les murs. Contrairement justement à ces institutions pénales, les justiciers hors la loi qui sont au cœur de notre ouvrage, eux, renouent avec les liesses punitives, avec ce spectacle punitif, dans sa dimension à la fois didactique, dans sa dimension intimidante, mais aussi dans sa dimension de divertissement cruel. Et c'est là qu'on renoue finalement avec, certes, des châtiments d'Ancien Régime, mais aussi avec cette matrice charivarique qu'on évoquait tout à l'heure. De Max Weber à Michel Foucault, on a enjambé un contexte sur lequel je voulais vous interroger justement pour faire dialoguer l'histoire et votre enquête, parce qu'il me semble que ça pourrait ajouter aux éléments que vous interrogez. C'est le contexte des sorties de guerre et en particulier des situations d'épuration et plus largement aussi des transitions de régime, mais en particulier les situations d'épuration, notamment on connaît bien celle de la France, les femmes tondues, mais on sait aussi, et c'est un peu moins étudié qu'en Europe de l'Est, notamment au moment de la victoire sur le nazisme, il y a eu des formes d'auto-justice, de justice populaire, de justice maquisarde extrêmement intenses, qui sont un peu au croisement de différentes logiques que vous étudiez. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas un prolongement possible de l'enquête ou une résonance possible de l'enquête que d'aller sur ces terrains ? Oui, absolument. Alors on avait effectivement un peu abordé le thème, notamment à partir des travaux de Fabrice Virgili sur l'épuration française. Qui est effectivement le cas auquel on pense immédiatement. En fait, la prépublication qui est à l'origine de cet ouvrage, qui est un dossier de la revue Politics qu'on avait publié il y a quelques années, c'est un point qu'on n'a pas repris. Mais typiquement, ces situations d'entre-deux, de ni guerre ni paix ou d'épuration post-conflit, je pense que c'est effectivement... de changement de régime aussi, on peut penser par exemple au procès des Ceausescu. Moi, je me souviens d'avoir vu ça jeune à la télévision, ce simulacre de procès qui pourrait rentrer finalement dans certaines des cases que vous avez étudiées. Oui, alors moi c'est quelque chose qui me met en difficulté un tout petit peu, c'est parce que je pense, c'est une question qui pourrait être adressée à notre ouvrage, c'est finalement est-ce qu'on a identifié des contextes particuliers dans lesquels s'épanouit l'autojustice, et quand j'y réfléchis j'ai du mal à répondre parce que, pour ma part en tout cas, parce qu'il y a certes des contextes de sortie de guerre, il y a certes des contextes de changement de régime, mais il est quand même révélateur en Russie de voir que l'autojustice se développe davantage dans les années 2010 que dans les années 90 par exemple, et il y a quand même des contextes de guerre, c'est-à-dire que je pense par exemple à la guerre en Ukraine, durant laquelle des formes d'autojustice se sont développées de manière assez massive, comme l'a montré Yulia Shoukan, par exemple, pour montrer comment, justement, dans des villes comme Odessa, tout à coup, on plaçait des écriteaux sur des personnes accusées de crimes, on se lançait dans des chasses à des délinquants présumés, mais qui masquaient quand même des antagonismes tout autres, beaucoup plus politiques, etc. Donc il me semble qu'en y réfléchissant, on pourrait à la fois trouver
retrouver des contextes de sortie de guerre, mais aussi des contextes de guerre et des contextes assez stabilisés comme ceux justement qu'on voit en France aujourd'hui, par exemple. Donc, pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, mais en ce qui me concerne, ça demeure un point d'interrogation et je peux comprendre qu'il puisse y avoir une légère frustration de ce point de vue. Alors justement, pour prolonger l'interrogation, je voulais vous poser la question d'un autre contexte qui m'a beaucoup intéressé, si justement on essaie de lire votre livre un peu à rebours et de façon chronologique, c'est celui des années 70, parce que là il me semble qu'on est peut-être au moment où l'éventail de ces formes d'auto-justice ou de justice expéditive, hors la loi, etc. est le plus vaste, puisqu'on a à la fois des formes de justice patronale, des milices patronales qui cassent des grévistes, on a des formes de justice communautaire, noire ou juive, dans les villes américaines par exemple, qui se protègent aussi des formes d'auto-justice dominantes. On a aussi des formes d'auto-justice nationalistes, par exemple, c'est la grande période des kneecappings de l'Irish Republican Army dans le conflit nord-irlandais. Donc on a l'impression d'une grammaire de l'auto-justice qui peut être appropriée peut-être par plus d'acteurs qu'à d'autres moments de l'histoire. Laurent Gaillet. Oui, absolument. Alors là, on est précisément au cœur de cette convergence de formes et divergence de signification politique que j'évoquais tout à l'heure dans la lignée du travail d'E.P. Thompson sur le charivari. On voit effectivement le spectre de l'auto-justice se diffracter à l'extrême. Une des explications, c'est probablement la centralité d'une conflictualité sociale et politique autour d'enjeux économiques énoncés autour de conflits de classe favorables à différentes appropriations, différentes interprétations de la notion de justice populaire. Là, on retrouve Michel Foucault, notamment dans ce fameux dialogue avec les Mao français. On est à un moment quand même très particulier, en France, mais pas uniquement, où se pose sérieusement, c'est-à-dire concrètement, une réflexion sur les conditions d'élucidation, comme le dit Foucault, d'une justice authentiquement populaire. Cette réflexion traverse les luttes politiques de la gauche radicale du moment, de l'Argentine au Japon, donne lieu à un certain nombre d'expérimentations plus ou moins radicales, plus ou moins sanglantes. Et effectivement, de l'autre côté de la barricade, on voit des organisations patronales, là encore dans des contextes très différents, elles-mêmes mettre en place des organisations armées, invoquant parfois elles-mêmes leur propre justice au nom du retour à l'ordre, de leurs propres normes morales, pas seulement de la remise en place d'un ordre économique, mais bien de valeurs morales, celle du travail, celle de l'ordre établi contre ce désordre révolutionnaire. Donc je crois qu'il y a quand même cette effervescence particulière des luttes révolutionnaires et donc des contre-luttes patronales du moment, c'est-à-dire qu'on oublie aussi la violence justement de ces luttes patronales de manière symétrique par rapport aux luttes révolutionnaires du moment. Et cette effervescence, vous le disiez, se répercute aussi sur des luttes nationalistes, celle de l'IRA qui, à leur tour, expérimentent ou renouent avec des formes plus anciennes, déjà expérimentées en Irlande du Nord au début, en Irlande de manière générale au début du XXe siècle, et qui renouent là aussi avec cet idéal de justice populaire dans le contexte de lutte révolutionnaire. Gilles Favarel-Garrigue. Oui, et puis quant au contexte américain, les années 70, elles sont extrêmement marquantes pour l'autojustice. C'est-à-dire que vous parlez de l'autodéfense de certaines minorités dans leur quartier par rapport au trafic de drogue. Ici, on peut penser à certains quartiers noirs, par exemple. On peut penser aussi au quartier juif de Brooklyn. En ce qui concerne les quartiers noirs, il y a le cinéma de la Blaxploitation montre très bien justement comment la figure du justicier anti-drogue, Shaft notamment, mais également Foxy Brown par exemple, dans lequel l'héroïne ne manque pas de dire que le vigilantisme est aussi américain que la tarte aux pommes par exemple. Et donc ça, c'est les années 70 aux États-Unis. Et parallèlement, on y voit aussi tout le retour, le retour de bâton de la culture de la fin des années 60, la fin de la guerre du Vietnam, le côté backlash, justement qu'il y a dans ces années-là, et le fait qu'au milieu des années 70, on va voir émerger, notamment dans la culture populaire, là pour le coup blanche, américaine, des figures de justiciers qui clament leur affection, leur goût pour l'autojustice face à des institutions jugées trop laxistes, trop lointaines, trop distantes, etc. On peut penser ici à Dirty Harry, bien sûr, 1976, mais on peut penser aussi à
Death Wish, avec Bronson, à Taxi Driver, exactement, également, où De Niro se rêve en justicier nettoyeur des bas-fonds des rues, etc. C'est également à ce moment-là que dans l'univers Marvel apparaît la figure du Punisher, un ancien vétéran, qui décide justement de mettre son goût pour les méthodes, son goût pour le militaire, en quelque sorte, au service d'une justice expéditive et meurtrière. Alors juste sur ce point, le Punisher, c'est extrêmement intéressant parce que l'un de ses créateurs a aujourd'hui pris ses distances justement avec ses usages, parce qu'on sait que aujourd'hui aussi bien dans certains militaires américains, forces de l'ordre en Europe, en France, adoptent volontiers le symbole, le logo du Punisher pour dire que finalement ils sont fiers de faire un sale boulot et d'user de la violence illégalement mais à de bonnes fins, à tel point que comme un certain nombre de créateurs de personnages, l'un des auteurs a pris ses distances et c'est devenu un objet là aussi de controverse plus récemment, Laurent Gay. Absolument. Alors de manière générale, les scénaristes du Punisher ont toujours pris leur distance par rapport aux interprétations réactionnaires du personnage. Alors vous faites référence notamment au premier scénariste du Punisher, son créateur, Jerry Conway, qui, à l'occasion de la deuxième salve du mouvement Black Lives Matter, a explicitement pris position contre les appropriations réactionnaires et policières de la figure du Punisher, en appelant notamment à un concours de dessins d'artistes afro-américains pour redessiner donc le logo, cette figure iconique, de ce crâne iconique du Punisher, pour en faire des t-shirts servant ensuite à financer le mouvement Black Lives Matter. Donc là, on a un exemple parfait de cette plasticité des symboles de l'auto-justice dans la culture populaire, ce qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des réappropriations de figures progressistes par des acteurs réactionnaires. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la culture populaire, au sens des mass médias, est un terrain de conflit, de représentation autour de l'autojustice, et ce, depuis ces formes contemporaines aux États-Unis, déjà avec le vigilantisme, dans les années 1860, les vigilantes du Montana, donc qui prétendent pratiquer une forme de justice populaire dans les Rocheuses dans les années 1860, déjà s'adjoignent les services d'un journaliste d'origine britannique, Thomas Dimsdale, qui va couvrir leurs activités, qui va leur donner une résonance nationale, puis dans un reportage, dans un ouvrage retraçant leurs aventures et leurs frasques punitives, va vraiment installer cette légende et déjà une forme de coproduction qui va se reproduire à travers le temps de la mythologie de l'autojustice américaine, mais on retrouverait des traces ailleurs. Gilles en parlait sur la Russie, où on voit les vigilantes russes aujourd'hui autoproduisent leur propre légende. On le retrouve aussi avec les encounter specialists, les policiers punisseurs en uniforme que j'évoquais en Inde et au Pakistan, qui parfois coécrivent leurs propres films, leurs propres légendes au cinéma, à Bollywood, en travaillant avec le cinéma. Sur ce point, je rappelle au passage qu'on avait fait une émission avec Tal Brutman sur la série et la BD Watchmen, qui était justement, quand Alan Moore l'écrivait, puis dans sa reprise version télé par Damon Lindelof en 2020, finalement l'un des points les plus critiques et les plus forts sur la notion même de vigilantisme, une des réflexions méta les plus avancées dans la culture populaire sur cette question. Je renvoie à cette émission. Peut-être le dernier contexte sur lequel je voulais vous interroger, justement, la figure du Punisher et la figure de Taxi Driver nous aident à faire la transition vers cela. C'est finalement ce vigilantisme contemporain dont les racines peut-être naissent dans les années 80-90, qui reflète par certains côtés des formes de crise urbaine, des formes de réponse à des crises urbaines, avec l'idée qu'il faut nettoyer les villes de leurs éléments indésirables, et où on va trouver à la fois les escadrons de la mort des barrios latino-américains, on va trouver aussi certains groupes dans d'autres espaces qui vont s'emparer du vigilantisme ou de l'autojustice comme moyen justement aussi de répondre peut-être à des réalités économiques et sociales nouvelles. Et du coup, ma question poserait sur
ces dernières transformations du vigilantisme contemporain, à quelle causalité les relier finalement? Est-ce que ce sont des conditions économiques et sociales qu'ils produisent? Est-ce que c'est une forme de faillite de l'État ou de porosité, force de l'ordre, justicier? Est-ce que ce sont des causes d'ordre culturel avec la circulation justement transnationale de ces modèles, de ces médias, de ces façons d'agir? C'est dur évidemment à chaud de hiérarchiser ces causes sans doute, mais si on devait essayer de trouver une explication à cette ubiquité de ce phénomène que vous avez constaté dans les années 2000-2010, parfois institutionnalisé dans certains endroits, en Afrique du Sud, au Nigeria, il y a des formes même de reconnaissance officielle de cela. On a parlé de Duterte aussi tout à l'heure aux Philippines. Voilà, qu'est-ce qui fait la solidité finalement contemporaine de ces formes? Alors là, la modalité justicière que vous évoquez, c'est celle du nettoyage social, associé en particulier à des escadrons de la mort, qui présentent la particularité, alors d'une part, d'entretenir un lien quasi organique avec les services répressifs étatiques. Donc là, on est vraiment dans la collusion entre acteurs justiciers, acteurs étatiques, culminant dans les Philippines de Duterte, mais qui s'est vraiment développé historiquement plutôt en Amérique latine, à partir de la fin des années 50, début des années 60, au Brésil, puis en Colombie. Et donc on a un chapitre précisément sur ce que les Colombiens qualifient de limpieza sociale, donc un genre répressif qui s'est routinisé dans les années 80-90, en particulier à l'initiative de paramilitaires d'extrême droite, agissant en collusion, souvent avec la protection donc de la police ou de l'armée, pour réprimer à la fois et à l'interface de la répression des luttes sociales, donc ils s'attaquent aux syndicalistes, mais aussi au nettoyage de la ville et de ses scories. Donc ce nettoyage social, en tout cas en Amérique latine, il émerge vraiment à la croisée d'un imaginaire prophylactique, d'un imaginaire très inspiré par l'hygiénisme qui a tant influencé les politiques urbaines et les politiques de salubrité publique en Amérique latine, particulièrement au Brésil et en Colombie, depuis le 19e siècle, et à l'interface également de la lutte anti-révolutionnaire. Donc c'est bien à l'intersection de cet imaginaire prophylactique et anti-révolutionnaire, les deux finalement se contaminant l'un l'autre. Il faut nettoyer la ville de ses scories, il faut éradiquer les révolutionnaires, les prostituées, les transsexuels, de manière radicale et définitive. Est-ce qu'il y aurait, du coup, au tournant des années 2000-2010, peut-être des facteurs nouveaux qui viennent compliquer la chose et qui expliquent notamment en Russie la recrudescence, qui pourraient être liés notamment à toutes les questions migratoires et au rapport à l'immigration, et puis aussi au tournant numérique, finalement, que permettent les outils, les réseaux qui viennent, sur cette matrice du nettoyage, encore ajouter, compliquer le schéma, Gilles Favarel-Garay? Oui, alors peut-être avant de répondre à cela, je voulais ajouter un point à la question précédente sur la crise urbaine. Parce que c'est vrai que la crise urbaine dont vous parlez, on parle des escadrons de la mort, de ces formes-là d'auto-justice aux mains des dominants. Finalement pour lutter contre les syndicalistes, les délinquants, etc. Et en même temps, moi, ça me renvoie aussi au développement des travaux anthropologiques sur les questions de lynchage actuellement et au fait que on observe des formes d'auto-justice en lien avec les grandes métropoles dans les pays du Sud qui sont en lien avec le développement, grosso modo, des réformes néolibérales, le fait qu'il y a des quartiers relégués dans lesquels il n'y a aucun maintien de l'ordre et dans lesquels les populations locales, si on en croit les anthropologues, se saisissent de l'auto-justice, notamment du lynchage ou de la menace de lynchage, afin de revendiquer des droits à la sécurité dans leur quartier. C'est tout à fait frappant de voir cette littérature. On a des exemples en Amérique latine, on a des exemples en Afrique qui tendent à montrer du coup que l'auto-justice, c'est une forme d'outil pour des mobilisations sociales de la part de populations dominées qui en jouent afin de négocier avec les pouvoirs publics leur droit à la sécurité. Il y a même un auteur qui s'appelle Goldstein à propos d'une enquête qu'il avait fait en Bolivie qui apparente, peut-être de manière trop fonctionnaliste d'ailleurs, le lynchage à un coup de clairon adressé aux autorités afin d'attirer leur attention sur le dénuement qu'il y a dans ce domaine-là. Voilà, alors en ce qui concerne le développement de l'autojustice dans les années 2010, oui, le numérique joue un rôle absolument central. Le numérique n'invente rien, il n'invente pas le spectacle de l'autojustice, il n'invente pas la mutualisation de la surveillance, mais il donne un coup de booster, un coup d'accélérateur en tout cas à la circulation d'une part des rumeurs
qui fondent l'autojustice, d'autre part des informations partagées afin de piéger de prétendus criminels, et enfin les images même des spectacles punitifs qui se diffusent. Il y a une expression actuellement en Inde qui est celle de WhatsApp lynchings, qui sont les lynchages qui justement s'épanouissent grâce ou à travers sur WhatsApp. Merci à tous les deux. Est-ce que je peux vous demander, pour terminer, un conseil pour prolonger notre entretien? On a déjà cité pas mal de références, soit de travaux savants, soit de films ou d'objets culturels. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous voudriez parler? Oui, alors il y a quand même un aspect dont on a peu parlé. On pourrait justement inviter vos auditeurs à explorer plus avant la question. C'est quand même la question de la féminisation du vigilantisme, du genre du vigilantisme. Et une anthropologue qui a vraiment marqué de son empreinte le renouveau des travaux anthropologiques sur le vigilantisme dans les années 2000, Atreyu Sen, donc une anthropologue britannique d'origine indienne qui avait consacré ses travaux doctoraux, puis qui a ensuite poursuivi sur ce sujet, qui s'est intéressée en fait aux recrues féminines d'un parti nationaliste hindou, la Shiv Sena, basé à Bombay, et à travers une ethnographie très approfondie des recrues féminines de ce mouvement dans un bidonville de Bombay. Elle montre de manière très fine les effets ambivalents des engagements justiciers de ces femmes dans un mouvement patriarcal, et en même temps dont elle tire des rétributions immédiates en termes de sécurité et de dignité. Et donc c'est un livre troublant qui a vraiment renouvelé la réflexion sur le vigilantisme, qui va dans le sens de ce que disait Gilles, c'est-à-dire de la possibilité de l'appropriation de ce répertoire d'actions plutôt associé aux dominants et aux causes réactionnaires par des groupes dominés, avec des effets ambivalents. Donc son livre s'appelle Shiv Sena Women, et c'est donc une magnifique ethnographie de ces femmes justicières dans un bidonville indien. On mettra la référence, comme toujours, sur le site de Paroles d'Histoire. Gilles Favarel-Garrigues, est-ce que vous auriez envie de partager aussi une lecture ou un conseil? Eh bien, je conseillerais le documentaire Cartel Land de Matthew Heinemann, qui a été fait en 2015 et qui montre les deux côtés de la frontière mexico-américaine. Avec les Minutemen de l'Arizona d'un côté, qui sont des vétérans qui s'investissent dans la lutte contre les migrants illégaux, donc qui patrouillent dans leur 4x4, les jumelles à la main, afin de repérer les passeurs de migrants et les migrants eux-mêmes, souvent avec beaucoup d'ennuis, parce que en réalité, ils n'en croisent pas beaucoup, et donc ils passent surtout beaucoup de temps à parler de ce qu'ils font, à échanger autour du feu, autour de leurs expériences militaires, ce qui renvoie d'ailleurs à un autre excellent livre qui s'appelle Waiting for José de Harel Shapira sur les Minutemen. Et de l'autre côté de la frontière, on a les autodéfenses mexicaines, étudiées, elles, par Romain Lecourt-Grandmaison, par exemple, dans lesquelles on voit les efforts au niveau local d'hommes qui prennent en charge l'autodéfense de la communauté contre les cartels, mais généralement pour servir eux aussi d'autres intérêts criminels. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est de voir la frontière comme justement un lieu qui met en miroir deux formes d'autojustice. Merci beaucoup à tous les deux. On va se quitter avec une petite citation cinématographique, là encore sur la suggestion de Gilles Favarel-Garrigues, un extrait de La soif du mal d'Orson Welles de 1958. Peut-être dites-nous le choix de ce qu'on va entendre. Eh bien, dans ce film, on a donc un policier véreux Hank Quinlan. Oui, absolument, qui utilise des méthodes extrajudiciaires pour accomplir ses méfaits, et qui, à un moment, lorsque justement on est au paroxysme de ce film, à la fin, où il devient vraiment extrêmement inquiétant, très dangereux, etc., fait face à cette phrase qui est « Who is the boss, the cop or the law ?» On l'écoute en VO. Merci encore. Kill is hanged or not, so long as we obey the fine print. Captain, I don't think a policeman should work like a dog catcher. No? Putting criminals behind bars? No. In any free country, a policeman is supposed to enforce the law, and the law protects the guilty as well as the innocent. Our job is tough enough. It's supposed to be. It has to be tough. Policeman's job is only easy in a police state. That's the whole point, Captain. Who is the boss, the cop or the law?